Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et accrochez-vous parce que il va y avoir du lourd. Je vais vous faire la démonstration que ce que vous entendez de la bouche de certains politiciens ou politiciennes, de certains ministres, voire même du président, c'est du pipeau. C'est de la merde. C'est des discours très consensuels et très complaisants pour essayer de vous convaincre, pour essayer de vous assurer que leurs décisions, leurs choix, leurs orientations sont les meilleurs dans l'instant. Alors qu'en réalité, certains d'entre vous savent que la France, comme un certain nombre de pays de l'Union européenne, perdent au fil du temps leur souveraineté, leur indépendance, au profit d'ordres émis par Bruxelles. Par l'intermédiaire de Bruxelles, les mondialistes, les lobbying, globalistes, etc. Bref, petit rappel, si ça vous intéresse de savoir un petit peu l'évolution de ce qui est devenu l'Union européenne, j'essaierai de retrouver ma vidéo et je vous la mettrai ici. Mais on va avancer, suite par l'évolution, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1954 si ma mémoire est bonne, ou 49, je crois que 49 c'est les premiers accords et 54 c'est vraiment les premiers piliers de ce qui va évoluer vers la construction européenne, par l'intermédiaire de coopération, de traités entre différents pays, etc. et qui va amener en 1992 au fameux traité de Maastricht. Traité de Maastricht, qui, je le rappelle, nous avons eu, comme la plupart des pays européens, un référendum pour demander l'opinion du peuple et permettre ainsi de légitimer quelques réformes constitutionnelles pour intégrer le traité de Maastricht dans la Constitution française. Les Français ont voté oui. Alors, pas forcément une très grosse majorité, mais les Français se sont exprimés et ont voté oui. Et pourtant, à l'époque, c'était pas sans compter certains politiciens qui quand même se sont avancés pour vous alerter, pour vous avertir des risques. Le plus connu étant évidemment Philippe Séguin, qui avec son fameux discours de près de 2 heures à l'Assemblée nationale a essayé d'exposer les faits sur les risques de donner littéralement un certain nombre de souverainetés à ce corporatisme européen. Maastricht étant voté, nous allons progresser, nous allons avancer, et qui plus accélérer le mouvement, puisque, au miracle, en 91, l'URSS a chuté, un grand nombre de pays ont déclaré leur indépendance, très bon pour le développement de l'Union européenne, réunification de l'Allemagne, et l'Allemagne étant réunifiée, patatras, il était temps de consolider l'Union européenne. On est arrivé à la fameuse Constitution. Pour consolider l'Union européenne, il faut une Constitution. On se souvient que cette Constitution, dont d'ailleurs un ancien président français a participé à l'écriture, qui était Valéry Giscard d'Estaing, comme le traité de Maastricht, nécessite à chaque pays membre de demander son avis au peuple. Et on fait donc des référendums. Bien évidemment, vous vous souvenez qu'en 2005, le référendum français a dit non. Aux grandes dames d'ailleurs de tous les européistes. Et ce fut le cas dans un certain nombre de pays. Enfin, référendum. Alors des pays où ça s'est passé très très bien, finger in the nose. Le peuple a dit, oh, bien sûr, oui, pas de problème. Normal, puisque ces pays-là dépendaient déjà de subventions et d'aides financières émanant de l'Union européenne. En revanche, ce ne fut pas le cas de certains pays comme l'Irlande et la Hollande, enfin les Pays-Bas. Quelle a été la tactique? Tout simplement, c'est que ces pays qui ont dit non, on les a fait revoter, ou on est passé par d'autres processus. Mais d'une manière générale, on les a fait revoter. Ce qui est quand même déjà un déni de démocratie, puisque si on a fait un vote et que le vote est non, pourquoi refaire un vote en disant oui, mais on a modifié un petit peu, machin, etc. Donc voilà, c'est pas le même qu'avant, donc on va vous demander. Et là, évidemment, à force, forcément, le référendum a fini par dire oui. En France, c'est Sarkozy. Sarkozy avec le fameux traité de Lisbonne. La logique aurait voulu que la France fasse exactement comme on a fait en Irlande et en Hollande, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire
appelé les Français à voter pour un référendum. Sauf que Sarkozy, on lui a dit, bon, même si ça a fonctionné aux Pays-Bas, même si ça peut fonctionner en France, on n'est pas très confiant. On a peur qu'en France, les Français disent et confirment bien que pour eux, c'est non. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que pour cette fois-ci, tu ne fasses pas de référendum. Et du coup, c'est ce que Sarkozy a fait. Il n'a pas fait de référendum. En revanche, il a fait ce que la Constitution française lui autorisait, c'est au lieu de passer directement par la voix du peuple, il est passé par ses représentants. Et c'est donc au Congrès, rassemblant l'Assemblée nationale et le Sénat, qu'il a évidemment réussi à faire passer le traité de Lisbonne, puisque, s'étant assuré que, au sein des parlements français, nous avons une majorité d'européistes convaincus, et donc c'était finger in the news. Ce qui, bien évidemment, aux yeux de beaucoup de Français, est une forme de traîtrise, puisque pour un sujet aussi important, passer par le Parlement, un Parlement dont on savait déjà d'avance qu'il était majoritairement en collusion avec la construction d'une Union européenne, et donc par conséquent de lâcher un certain nombre de souverainetés à Bruxelles, c'est la traîtrise. Et que par conséquent, et oui, aujourd'hui, on peut considérer que 2005 est une année funeste, puisque c'est la dernière fois que les Français auront connu un référendum. Depuis, on a fait planer des référendums pour tel ou tel sujet. Même Macron s'est servi du référendum pour se faire élire dans son programme. Et puis finalement, de toute façon, seuls les idiots étaient peut-être convaincus qu'ils le feraient. Tout ça pour donc vous remettre un petit peu les choses dans le contexte qu'au fil du temps, à partir du moment où on a signé le traité de Lisbonne, nous nous sommes engagés en tant que pays membre de petit à petit concéder un certain nombre de souverainetés. Ce fut le cas par exemple en 2016, quand M. Hollande, le 3 ou 4, 5 ou janvier, je crois 2016 justement, a en catimini rendu la carte bleue et le chéquier de la France à Bruxelles, sous-entendant que nous nous sommes mis sous, alors pas la tutelle, mais le contrôle de la Commission européenne sur les budgets français. Et oui, puisque quand on fait un budget prévisionnel pour l'année suivante, eh bien on présente ce budget à la Commission européenne, plus particulièrement à la Commission financière, qui valide ou pas le budget. Ce qui fait que plusieurs fois la France s'est vue refuser son budget, enfin refuser. Elle n'a pas l'obligation de suivre la recommandation de Bruxelles, mais si elle ne le fait pas, elle peut s'exposer à terme à certaines contraintes, certaines pénalités. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? Ben justement parce qu'en 2016, il s'est passé quand même quelque chose. Vous savez qu'il y a chaque année ce que l'on appelle les COPE. Les fameuses COPE qui sont les grandes orientations des politiques économiques européennes. Chacun des pays reçoit ce document chaque année où la Commission européenne dit à chaque pays, bah écoutez, voilà votre situation, voilà ce qui va pas. Évidemment, voilà ce qui ne va pas, il va y avoir des recommandations. C'est-à-dire que ce ne sont pas des ordres, mais c'est des souhaits. C'est des souhaits, ce que la Commission européenne souhaite voir appliqué en matière de politique économique à l'échelle du pays. Et donc, dans cette optique, vous avez un document officiel qui a été établi à Bruxelles le 18 mai 2016, qui est la recommandation du Conseil concernant les programmes nationaux de réforme, le programme national de réforme de la France pour 2016 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la France pour 2016. Alors, je ne vais pas vous lire tout le document, j'essaierai de vous donner le lien PDF pour vous le procurer. Et donc, il y a différents chapitres qui concernent un état des lieux de la situation et en découleront des recommandations. Alors, ça commence très fort, puisque au deuxième chapitre de ces états des lieux, il est dit ceci.
Le rapport 2016 pour la France a été publié le 26 février 2016. Il évaluait les progrès accomplis par la France dans la mise en œuvre des recommandations par pays adoptées par le Conseil le 14 juillet 2015 et dans la réalisation des objectifs nationaux de la stratégie Europe 2020. Ce rapport comprenait également le bilan approfondi effectué conformément à l'article 5 du règlement de l'Union européenne numéro 1176-2011 le 8 mars 2016. La Commission a présenté les résultats du bilan approfondi. Son analyse l'amène à conclure que la France connaît des déséquilibres macroéconomiques excessifs. Je rappelle, à l'époque, nous sommes encore sous l'ère Macron, et en 2016, sous l'ère Hollande, pardon, Macron étant déjà ministre de l'économie à l'époque. La France affiche en particulier, dans un contexte de croissance et d'inflation faible, une dette publique élevée et croissante, couplée à une compétitivité dégradée. Le risque de retombées négatives sur son économie et compte tenu de la taille de celle-ci sur l'union économique et monétaire est particulièrement important. Ben oui, puisque la France, avec l'Allemagne, ce sont les deux piliers, les deux poumons économiques de l'Union européenne. À l'article 6, le niveau des dépenses publiques en France est l'un des plus élevés de l'Union européenne. Oui, ça rejoint un petit peu à ce que je vous ai déjà dit sur les préconisations de vouloir voir la France se débarrasser de ces monopoles qu'on appelle fonction publique. Et ne cesse d'augmenter depuis 2010. La France a présenté un plan visant à réduire les dépenses publiques de 50 milliards d'euros sur la période 2015 à 2017, à tous les niveaux de l'État. Mais ce plan pourrait être insuffisant pour réduire significativement les dépenses publiques. Détailler les mesures sur lesquelles reposent ces réductions de dépenses tout en veillant à ce qu'elles tiennent compte du taux d'inflation proche à de 0 contribuerait à renforcer l'efficacité de ce plan. Donc vous voyez déjà, en 2016, sur un plan qui s'étale de 2015 à 2017, Bruxelles insiste bien sur le fait, la France, là vous avez quand même des dépenses publiques très importantes, il va falloir penser peut-être à réduire un petit peu vos dépenses, parce que ça commence à coûter cher, et que même les plans que vous avez déjà mis en place pour réduire ces dépenses publiques, ça peut-être pas suffisant. Bon, aujourd'hui, on est en 2023, vous regardez un petit peu derrière vous, hein, Macron, lui, une fois arrivé au pouvoir en 2017, ok. Article 7. Une réduction du ratio des dépenses selon les plans définis reste difficile, eu égard à l'inefficacité du processus d'identification des sources d'économies potentielles et aux résultats jusqu'ici modestes des revues de dépenses. Alors attention, là ça va secouer. Dans le secteur du logement, la France dépense presque 2 fois plus que ses pairs européens, sans que les résultats sur le marché de l'immobilier soient sensiblement meilleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, on entend souvent qu'il n'y a pas assez de logements. Ben oui, il y a des pauvres, il y a des migrants, il faut les loger, tous ces gens-là. Mais il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas suffisamment d'HLM. Comment ça se fait? Comment se fait-il alors que la France a 2 fois plus de dépenses pour les logements que les autres pays européens? Mais alors, où est passé l'argent? Ou alors peut-être qu'une partie de cet argent qui devait normalement permettre d'aider des régions, des départements, des collectivités locales à construire des logements sociaux est peut-être partie dans des projets de reconstruction ou de construction, mais pas de logements sociaux. Il serait possible de préserver la capacité d'investissement des collectivités locales en combinant la réduction prévue des dotations de l'État avec un renforcement du contrôle de leurs dépenses et notamment une limitation de la croissance de leurs dépenses de fonctionnement. Alors là, j'ai envie de dire,
là, peut-être que Bruxelles met un petit peu le doigt sur, en effet, un petit problème. C'est que quand l'État donne de l'argent à des collectivités locales, il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas comptable pour voir dans un bilan de collectivité locale une réception de subvention de l'État de temps, et que cet argent, il est parti dans une caisse, mais que cette caisse, elle ne sert pas uniquement que pour des dépenses de construction, elle sert à des dépenses de fonctionnement. Dépenses de fonctionnement dans lesquelles on peut puiser éventuellement des budgets pour développer des projets de construction de HLM. Mais que l'on n'a pas fait parce que vous comprenez que le maire, il a le cousin de l'adjoint, du frère de l'adjoint au maire, qui a une entreprise, qui est en difficulté, qui lui faut un contrat, qu'il faut l'aider, etc. Donc on va lui inventer un contrat de rénovation, de construction, de je ne sais quoi, d'une salle des fêtes, d'un terrain de sport ou de trucs comme ça, avec de l'argent qui normalement devait partir pour construire des logements sociaux. Les revues des dépenses pourraient constituer un outil adapté pour recenser les possibilités d'économie dans ce domaine. De plus, la réforme récente de l'administration locale est susceptible de renforcer l'efficacité du système sur les moyens à long terme. Donc vous voyez déjà là, Bruxelles soulève quand même un petit lièvre, c'est qu'en France, quand l'État donne de l'argent, il y a des fois on ne sait pas où va l'argent. Et je pense que plus particulièrement sont ciblées les grandes villes. Parce qu'évidemment, plus les villes sont grandes, plus les budgets sont conséquents, plus la comptabilité des budgets de ces municipalités sont des vraies usines à gaz. Et vous savez, dans une usine à gaz, en règle générale, on réussit à... Alors, je ne dirais pas voler de l'argent, mais voilà, attribuer de l'argent à des gens... qui ne sont pas des priorités, mais parce que c'est des gens qui servent l'intérêt d'un maire qui veut se la jouer culturelle, ou communautaire, ou associatif, et de l'argent qui aurait dû normalement servir à construire des HLM, des logements sociaux pour l'ensemble de la collectivité, pour l'ensemble des populations en demande, à risque, en précarité, en réalité, va partir pour satisfaire le clientélisme du maire. À l'article 8, il n'est pas possible de réaliser d'importantes économies à court terme sans ralentir considérablement la croissance des dépenses de sécurité sociale, qui représentent plus de la moitié des dépenses publiques. Le système de retraite pourrait rester déficitaire sur le court à moyen terme, notamment dans des conditions macroéconomiques défavorables. Alors qu'aujourd'hui, on sait que finalement, le régime de retraite peut tenir le coup. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, il y a quelques petites réformes à faire, mais il n'y a pas péril en la demeure. Mais comme Bruxelles, c'est la maison des lobbies de l'ultralibéralisme, quand on voit en France le pactole qu'il y a avec les retraites, force est de constater qu'on a tout intérêt à dire à la France « votre système de retraite, attention, pour être déficitaire, hein. » Parce qu'en plus, on sait comment vous gérez un petit peu l'argent, donc des fois, de temps en temps, vous piquez dans les caisses, ou des fois, il y a de l'argent qui devrait aller dans les caisses, mais qui n'y vont pas et qui vont ailleurs. Donc, on sait déjà que vous allez plomber ou tuer le système. Mais ceci dit, ne vous inquiétez pas, nos amis des sociétés privées sont déjà en train de se lécher les babines. De plus, les réformes des retraites menées précédemment ne devraient permettre de réduire le haut niveau actuel du ratio des dépenses publiques de retraite qu'après 2025. La France s'est fixé des objectifs ambitieux pour 2016 et 2017 afin de limiter la croissance des dépenses de santé. Cet objectif pourrait être complété par des efforts supplémentaires visant à identifier des gains d'efficacité sur le moyen à long terme. 2016-2017. 2017, qui est arrivé au pouvoir en 2017 ? Qui finalement a
accélérer, prolonger cette politique de réduction des coûts du système de santé? Article 9. Des mesures ont été prises pour réduire le coût du travail et améliorer les marges bénéficiaires des entreprises, notamment le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de 20 milliards d'euros et l'allègement des cotisations patronales de 10 milliards d'euros supplémentaires prévus dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité. Donc ça veut dire que là, depuis 2016, vous avez des entreprises qui ont bénéficié d'un crédit d'impôt et d'un allègement des cotisations patronales. Mais les salaires n'ont pas augmenté. C'est-à-dire qu'on a fait un cadeau aux entreprises pour dire, bon allez, on va être gentil, on ne va pas trop vous massacrer de taxes, de charges, etc. Par contre, en échange, ce qui serait bien, c'est que vous contribuiez quand même à faire évoluer un petit peu la vie sociale et suivre un petit peu l'inflation en augmentant les salaires, par exemple. Alors attention, je ne dis pas que toutes les entreprises n'ont pas fait. Je dirais même que pour la compétitivité, vous avez beaucoup de petites PME qui ont souvent fait une évolution salariale parce que à partir du moment où vous avez des éléments compétents, productifs, sérieux, ils sont tout faits pour les garder. Comment on fait pour garder un bon élément, si ce n'est évidemment lui augmenter ses salaires? Donc ça a été le cas dans beaucoup d'entreprises. Il y a des entreprises qui ont ouvert des formations à des salariés pour leur permettre d'évoluer, pour faire une sorte de renouvellement, une sorte de chaîne, hein, c'est-à-dire que le petit employé, on lui permet d'avoir des formations pour accéder à un niveau supérieur, pour accéder à des mutations, pour accéder à des postes plus rémunérateurs, et ainsi libérer la place pour des jeunes. Oui, des entreprises ont fait ça. Sauf que malheureusement, il y a des entreprises, et plus souvent ce sont les plus grosses entreprises qui, elles, ont fait tout le contraire. C'est au contraire, essayer de trouver des moyens pour réduire les charges patronales, les charges salariales, réduire les budgets de la masse salariale, en faisant ou en transformant dans les conventions collectives des postes, en rechangeant, en renommant les postes, comme ça on remet un nouveau salaire, c'est-à-dire qu'on détruit un poste, on en crée un autre, ou on détruit un statut, on en crée un nouveau, avec une nouvelle appellation, même si c'est le même boulot. Mais l'ancien statut, il était peut-être payé 1 800 € brut par mois, alors que le nouveau statut, on va le payer 1 600 € brut par mois. Ben oui, c'est une des nombreuses tactiques qui ont permis à des entreprises de réduire les coûts salariaux. Mais attention, c'est pas fini. La manière dont ont été conçues ces mesures, qui représentent 1,5% du PIB et contribuent à combler l'écart du coût du travail entre la France et la moyenne de la zone euro, pourrait limiter leur efficacité. Il est prévu que ces mesures d'économie fassent l'objet d'évaluations dont les résultats appuieront la prise de décision sur leurs caractéristiques futures afin de faire en sorte qu'elles atteignent leurs objectifs en matière d'efficacité. Ces évaluations devraient s'intéresser tout particulièrement aux effets sur la formation des salaires et sur l'emploi. C'est-à-dire que là, vous voyez, ils ne se mouillent pas. Mais ils disent, bien, voilà, on aimerait bien que ça suive telle voie, mais attendez, on va ultérieurement, on va analyser un petit peu la situation pour être un peu plus précis sur ce qui serait souhaitable de faire. Chapitre 10. Là, attention aussi, ça va secouer. Dans le contexte actuel de chômage élevé, je rappelle, on est en 2016, le coût du travail au salaire minimum risque de freiner l'emploi des personnes peu qualifiées. Ben oui, puisque en faisant du dumping social, en faisant du dumping sur le marché de l'emploi, vous allez accéder aux mêmes situations que nous avons aux États-Unis, c'est-à-dire de découvrir que tout d'un coup, dans des emplois non qualifiés, c'est par exemple dans la restauration, c'est dans la maintenance, c'est dans les métiers de service, eh bien on se retrouve avec des gens qui ont des niveaux universitaires. L'équivalent Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, etc. Pourquoi? Parce que très souvent ce sont des gens qui ont pris des crédits et qu'une fois qu'ils ont le diplôme, il faut qu'ils remboursent le crédit.
Sauf qu'ils ont choisi une branche où c'est complètement bouché, où il n'y a pas de boulot, ou alors il y a des boulots, mais encore une fois de plus, avec un dumping social, avec des salaires ridicules. Et il n'est pas rare de trouver dans des restaurants des serveurs qui sont diplômés universitaires d'architecture, de trouver dans une société de ménage une ménagère qui a passé un diplôme dans le social ou même s'est peut-être lancée dans des études de droit, mais que malheureusement le coût de la vie a fait qu'elle a été obligée d'arrêter ses études parce que elle n'a pas su gérer son budget, elle a dépensé plus que prévu et que finalement elle s'est retrouvée dans la merde. Elle a arrêté ses études et là la banque évidemment, déclaration, ah vous avez arrêté vos études, ah vraiment désolé pour vous, we are really sorry for you, mais il va falloir commencer à rembourser votre crédit. Le salaire minimum est élevé par rapport au salaire médian. Ben oui, salaire médian européen. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, certes on est en 2023, hein, alors certes les Allemands ont été obligés à un moment donné de faire un geste et commencer un petit peu à augmenter les salaires, mais en matière de salaire médian, quand vous avez une entité telle que la Commission européenne qui vous dit « Ah oui, mais vous comprenez, en France, votre salaire minimum, il est trop élevé. Ça coûte trop cher. » Mais son coût a été réduit par des exonérations sociales. Une augmentation du salaire minimum entraîne une augmentation de salaire pour toutes les catégories de travailleurs et compresse les salaires vers le haut. En raison du mécanisme de revalorisation du salaire minimum, les hausses du salaire moyen et l'évolution du salaire minimum sont étroitement corrélées, ce qui retarde l'ajustement des salaires nécessaires pour une situation économique défavorable. Mais oui, parce que je vous donne un exemple. Imaginez conflit social, etc. Et là, tout d'un coup, l'un ministre décide, bon, bah écoutez, on va augmenter le SMIC. On va lui mettre 1,5 ou 2% au SMIC pour vous aider, vous comprenez? Soyez gentils, 2% c'est déjà bien. Oui, mais le problème c'est que si vous augmentez le SMIC de 2%, ça veut dire que toutes les entreprises vont être obligées de répercuter le taux horaire d'un certain nombre de leurs salariés hors grille spéciale, hors statuts spéciaux. Et que fatalement, si vous êtes une entreprise avec 1500 salariés qui sont payés au taux du SMIC, si le SMIC augmente, ça veut dire que l'entreprise va être obligée de payer évidemment les charges patronales et salariales, calculées sur le brut. Et manque de bol, ils n'ont pas prévu dans leur budget cette augmentation. Et la conséquence, c'est que pour accuser cette augmentation sur le plan budgétaire, l'entreprise va être obligée de licencier. Licencier 5-10% de sa masse salariale, qui correspond au montant de ce qu'elle va être obligée de dépenser en plus en charge. Article 11. Les réformes menées récemment n'ont donné aux employeurs que peu de possibilités pour déroger aux accords de branche. Vous comprenez la phrase ou pas là? Les réformes menées, c'est-à-dire ce que le gouvernement a fait comme réforme, pour l'assouplissement, pour la dérégulation dans certains domaines. Alors, les domaines de production, de restriction, de normes de sécurité, normes d'hygiène, normes de conditions de travail, elles sont insuffisantes. Et il n'y a pas de texte qui permet aux entreprises de pouvoir adapter leur activité en modifiant les accords de branche. Les accords de branche, ce sont les accords conventions collectives internes aux entreprises, adossés sur la convention collective nationale du secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Cet accord de branche est souvent avec plus de bénéfices pour les salariés, parce qu'il faut quand même une certaine attractivité par rapport à la convention collective nationale. Je vous donne juste un exemple. Si vous regardez la convention collective nationale de votre secteur d'activité, vous regardez les grilles de salaire suivant les différents niveaux et échelons de poste, vous allez vous rendre compte que vous touchez mieux que ce que la convention collective nationale prévoit.
parce que justement, les négociations des partenaires sociaux avec le patronat dans les accords de branche ont permis des augmentations de salaire et par conséquent d'être un peu plus attractifs que ce que la convention collective nationale opère. Si vous voulez un exemple, que je connais en particulier, moi-même en tant qu'opérateur projectionniste, je travaillais dans une grosse société qui avait son accord de branche, puisque c'était une société de plus de 50 salariés, je crois, ou je ne sais plus quel est le niveau du nombre de salariés. Je crois que c'est une trentaine de salariés. Mon salaire était plus élevé que le salaire au statut équivalent de la convention collective nationale. En revanche, si vous avez à côté de chez vous un petit cinéma indépendant, voire même un cinéma d'art et essai, très souvent ce sont des cinémas qui ont même pas une dizaine d'employés. Généralement, ils sont 5-6 à travailler dans ce cinéma. Eh bien, étant donné que ces cinémas ne rentrent pas dans le cadre des accords de branche selon le nombre de salariés d'entreprise, eh bien, ces petits cinémas appliquent tout simplement la convention collective nationale. Et c'est pour ça qu'un opérateur projectionniste dans un petit cinéma indépendant à essai touche en réalité le minimum syndical prévu par l'accord national que un opérateur qui travaillait dans une grosse société ou dans un gros groupe qui possédait au moins plus de 30 salariés à l'échelle nationale. Et pour la petite anecdote, je me souviens qu'à une époque, la société où je travaillais, alors je vais vous dire son nom puisque aujourd'hui il y a prescription, c'était la société Gaumont, mais Gaumont sous entité Europalace, c'est-à-dire aujourd'hui ce qui est en train de devenir Pathé France. À un moment donné, il y avait un projet de démanteler le principe du groupe pour tout simplement créer une société, un pôle, une maison mère, et que chaque cinéma serait une société indépendante, mais filiale. Un peu le principe, si vous voulez, des franchisés. Par de fait, dans certains cinémas, qui étaient des cinémas qui n'avaient que peut-être une vingtaine de salariés, et bien dans ce cas-là, ils descendaient en dessous du seuil d'obligation, par exemple d'obligation d'avoir un comité d'entreprise. Bon, le projet a très vite été abandonné parce qu'évidemment les syndicats, c'était eux qui perdaient le plus, puisque dans ce cas-là, si ce système-là avait été mis en place, la société n'avait plus d'obligation d'avoir un comité d'entreprise en son sein, et qui a souvent le pouvoir sur un comité d'entreprise, si ce n'est les syndicats. Logique. Mais donc mon coût a été réduit, défavorable. Non, je l'étais où? Cela concerne tous les aspects des conditions d'emploi, notamment les salaires, le temps de travail et les conditions de travail, et limiter la capacité des entreprises à moduler leurs effectifs en fonction de leurs besoins. 2016. Cette phrase, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle signifie quoi? Elle signifie la recommandation, tout simplement, de libéraliser le marché du travail. Eh bien, la loi El Khomri, souvenez-vous-en, elle rentrait dans ce cadre-là. Mais attendez, c'était qu'une amorce. Ça va continuer. Tôt ou tard, ils vont commencer à se réattaquer à la réglementation, au code du travail, etc. pour permettre aux entreprises d'avoir plus de souplesse. Plus de souplesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attention, entreprise, voici les règles établies, mais suivant un contexte que vous pourrez justifier, ou que vous devrez justifier, on vous donnera l'autorisation, l'opportunité, la possibilité de déroger à cette règle. Déroger à cette règle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un salarié n'a pas le droit de travailler plus de 8 heures par jour. Certains accords de branche ont déjà anticipé en permettant peut-être de demander à ce qu'une personne travaille plus de 8 heures par jour. Le repos compensateur entre deux périodes travaillées, c'est 11 heures. Mais déjà, certains accords de branche ont intégré l'idée que dans le cadre exceptionnel, parfois même établi à 1 ou 2 fois par mois, eh bien, l'entreprise a parfaitement le droit de ne donner que 9 heures de repos compensateur entre deux périodes travaillées. Et j'en passe, des bonnes et des meilleures.
Étant donné que personnellement, ça fait plus de 10 ans que j'ai quitté la France, si vous voulez, je me suis un petit peu éloigné de l'évolution de ce genre de réforme, de ce genre de modification. Donc, à vous de plonger votre nez dans les conventions collectives, de voir ce que l'entreprise a le droit de faire et pas le droit de faire, et rendre peut-être compte dans vos commentaires, de dire, tiens, je viens de découvrir qu'en réalité, je croyais que l'entreprise n'avait pas le droit de me demander de faire ceci, mais finalement, je viens de me rendre compte que si, elle peut le faire. Je rappelle que le principe du contrat à durée déterminée, si ma mémoire est bonne ou s'il n'y a pas eu de réforme depuis, dans une entreprise privée, elle n'a pas le droit d'embaucher une personne à contrat à durée déterminée une fois renouvelable. C'est-à-dire qu'elle est obligée, si elle veut rembaucher la personne ou lui refaire un contrat à durée déterminée, un troisième contrat à durée déterminée, elle est obligée de respecter une période de carence entre la fin du second et le début du troisième. Alors peut-être que ça se trouve, ça c'était ce qui se pratiquait normalement à mon époque, peut-être qu'aujourd'hui ça a disparu. C'est-à-dire que... Alors il y a les régimes spéciaux dans la fonction publique, associatif. Là par contre on leur a autorisé eux de renouveler autant de fois qu'ils veulent les CDD. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui encore dans la fonction publique des gens qui travaillent à temps partiel en espérant un contrat durée déterminée, en espérant une titularisation depuis 2, 3, 5, 10 ans. Mais depuis 10 ans, ils font des CDD, des CDD, des CDD, des CDD, des CDD. Et je rappelle que les CDD aussi ont de par leur statut, de par s'ils sont temps partiel ou temps plein, ils ont le bénéfice ou non de certains avantages. Ou accès à des avantages sociaux, internes. Je vous donne juste un exemple de système très libéral aux États-Unis. Si aux États-Unis vous êtes embauché dans une entreprise en contrat temps partiel, je rappelle aux États-Unis pour ceux qui ne sauraient pas, le contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, ça n'existe pas. D'accord ? Voilà, même des fois vous ne signez pas de contrat. Enfin, pour beaucoup de métiers où il n'y a pas de contrat, c'est parole à parole. D'accord ? Eh bien, aux États-Unis, quand vous embauchez quelqu'un en CDD, enfin, pas en CDD, mais en temps partiel, par exemple, eh bien, la fameuse loi de 1997 qui oblige les entreprises, c'est Bill Clinton qui avait fait voter la loi, qui oblige les entreprises à proposer une assurance santé à son employé, vous comprendrez qu'à partir du moment où beaucoup d'entreprises ont commencé à supprimer des postes temps plein en temps partiel, le temps partiel, il n'y a pas d'obligation. Le temps plein, il y a obligation, mais le temps partiel, il n'y a pas d'obligation. Donc vous comprenez que pour faire des économies, eh bien, les entreprises ont commencé à embaucher beaucoup plus de temps partiel que de temps plein. Comme ça, elles n'avaient pas d'obligation de proposer ou d'obligation de mettre une société d'assurance santé à son employé. Et pareil, pour tout ce qui est bonus, primes, etc., ils sont valables que pour les temps pleins. Par exemple, l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, les temps pleins avaient par exemple un bénéfice de ce qu'on appelait ce qu'on a comme en France, c'est la participation. C'est-à-dire que les salariés avaient des participations chaque année sur le bénéfice, placés, bloqués. C'est les mêmes principes qui sont utilisés en France. Par contre, les temps partiels, nous, on n'y avait pas le droit. Alors, j'ai eu un collègue qui, lui, était en temps plein. Quand il a été embauché en temps plein, on lui a évidemment proposé de prendre l'assurance santé, etc. Sauf que lui, il avait déjà une assurance santé. Donc là, dans ce cas-là, il remplissait un formulaire comme quoi il déclarait sur l'honneur avoir refusé la proposition d'assurance santé de la société puisqu'il en possédait déjà une. Mais aux yeux de la réglementation, et plus particulièrement de la réglementation de Caroline du Nord, tout employé en temps plein doit obligatoirement avoir une protection sociale, parce que ça permet à la fois de protéger le salarié vis-à-vis d'accidents dans l'entreprise, et ça permet à l'entreprise aussi d'être protégée vis-à-vis de la réglementation. En France, c'est un petit peu la même chose, sauf que vous n'avez pas de choix, vous n'avez qu'un seul régime, qui est celui de la sécurité sociale.
Les réformes menées donc récemment n'ont donné aux employeurs que peu de possibilités pour déroger aux accords de branche. Donc en effet, là, Bruxelles dit clairement, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez mettre en place des lois qui permettent aux entreprises de, parfois, pour certains contextes, certaines situations, ou selon des procédures établies, etc., de pouvoir faire une entorse à la règle établie par l'accord de branche. Et donc cela concerne tous les aspects des conditions d'emploi, notamment des salaires, les temps de travail, les conditions de travail. Conditions de travail. C'est-à-dire que là, l'Europe est en train de militer pour dire à la France, mettez de l'assouplissement. Donnez plus de responsabilités aux chefs d'entreprise. Donnez-leur à eux la seule liberté de juger de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Ne contraignez pas l'employeur à des règles à respecter. Donc c'est ça, hein, sauf qu'en France, on a quand même une culture qui est adaptée, qui est de bien régler les choses, de bien paramétrer les choses, de bien carrer certaines choses, parce qu'on sait que tout employeur, toute société, tout patron ne sont pas vertueux, que certains sont des véritables pourritures. Et preuve en est, c'est que déjà, vous le voyez avec Amazon, des gens qui vont travailler chez Amazon, je peux vous garantir une chose, c'est que le Amazon en France n'est pas le même qu'aux États-Unis. Amazon en France, eux, ils sont conscients du coût de l'emploi astronomique que ça lui coûte par rapport aux États-Unis. Donc, lui, ce qu'il a dit à Amazon, il a dit à la France, il a dit, bah oui, mais non, nous, on peut être créateur de nombreux emplois, mais par contre, donnez-nous la possibilité quand même d'adapter la réglementation française à nos besoins. Ce qui fait que, par exemple, eh bien, le travail à la chaîne, là où on a donné la possibilité à un employé de pouvoir aller aux toilettes quand il en a envie, eh bien, chez Amazon, vous ne pouvez pas aller aux toilettes sans avoir l'autorisation de votre coordinateur. Et si votre coordinateur est un petit chef, il va dire, bah non, qui a déjà été il y a 20 minutes. Oui, mais là, je suis un petit peu machin, etc. Ah bah, non, ta productivité d'abord. 2016, hein, 2023. Donc voilà. Et limiter la capacité des entreprises à moduler leur effectif en fonction de leurs besoins. Donc là, ça se résume à un seul mot que l'on a entendu depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, qui a été un mot très récurrent, c'est pas l'assouplissement, c'est la flexibilité. Si l'un d'entre vous n'a jamais entendu parler ce mot de flexibilité dans l'entreprise, alors là, je vous dis franchement, restez dans cette entreprise-là parce que vous êtes au paradis. À l'heure actuelle, les branches professionnelles peuvent empêcher des entreprises de déterminer au cas par cas et après négociation avec les partenaires sociaux les conditions de dérogation aux ordres de branche en matière de temps de travail. Eh ouais, 35 heures. Oui, mais vous comprenez, là, il y a des périodes d'activité, 35 heures, ça ne va pas. Donc si vous avez un accord de branche qui vous permet de pousser le salarié à 42 heures, en échange de RTT, bah oui, vous comprenez, depuis qu'on a mis ça en place, suite à la mise en place des 35 heures, le marché a évolué, la productivité a évolué, les besoins ont évolué. Donc, pousser un salarié à 42 heures en échange de RTT, le problème, c'est que le jour où il veut ses RTT, on est obligé de le remplacer. Donc ça nous coûte plus cher. Bah oui, parce que le problème du système de la moitié d'effectifs, quand vous avez des entreprises qui ont des effectifs suffisants pour se permettre dans certains services de pouvoir se couper de la moitié de l'effectif parce que la moitié de l'effectif prend ses vacances ou est en arrêt maladie ou prend ses RTT, bah, il n'y en a plus des masses. Et donc forcément, je vais peut-être, pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je vais vous raconter cette petite anecdote que j'ai déjà racontée à ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur mes propres expériences. C'est qu'en tant qu'opérateur projectionniste, à un moment donné, l'effectif était vraiment calculé au strict minimum.
Si bien que si un employé tombait malade, il fallait que les autres, au moins un ou deux, passent à 42 heures pour combler et tourner en service minimum. Sauf que, à ce petit jeu, il y a un moment donné où on a cumulé les heures RTT, sauf que le jour où j'avais des collègues et moi-même, quand on voulait prendre 3 semaines de vacances, on voulait mettre une 4e semaine en prenant nos RTT. Sauf que là, évidemment, la direction a dit non, c'est pas possible. Parce que déjà, on va être obligé de vous trouver un remplaçant pour 3 semaines. Alors si en plus vous mettez une 4e semaine derrière, le problème c'est que l'autre collègue là, lui, il a posé ses vacances aussi là. Donc là, ça veut dire que pendant une semaine, il va falloir qu'on remplace 2 personnes. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le personnel, parce qu'évidemment, pour nous remplacer, il fallait des gens équipés du CAP, opérateur projectionniste. Or, à l'époque, on n'en avait que 2. Donc, parfois ça passait, parfois ça ne passait pas. Et aussi parce qu'il y avait des fois, il y avait des besoins, donc moi, ça m'est arrivé des fois de faire des semaines de 40 heures, 41 heures, 43 heures, etc. Sauf que venu le jour où on a tapé le plafond. C'est-à-dire que vous êtes limité, vous ne pouvez pas faire, alors je me souviens que c'était 6 semaines dans l'année à 42 heures. Ce qui nous faisait presque 6 x 7, 42, donc 42 heures, puisqu'on faisait 7 heures supplémentaires, 42 heures, ou 6 x... Je dis une connerie. Non, c'est ça, ouais, 7 heures. 7 heures, et pas de plus de 6, donc 6 x 7, 42 heures. Ou moins que c'était 5, non, c'était 6. Enfin bref, quasiment tous mes collègues et moi-même, on était au moins déjà arrivés à 35 heures de RTT, donc ça nous faisait une semaine. Sauf que, on ne pouvait pas les prendre. Ça collait plus, parce que effectif minimum. Donc à un moment donné, j'ai dit, la DRH de l'époque me dit, écoutez, ce qui serait bien, c'est que vous preniez vos 42 heures. Je dis, oui, mais moi, mon intérêt, c'est votre intérêt, c'est de m'utiliser à plus d'heures que 35 heures dans les besoins d'entreprise. Moi, mon intérêt de la convention de branche, c'est que je puisse prendre mes RTT en accord avec la direction, comme ça m'arrange. Ah oui, mais vous comprenez, là, on ne peut pas vous laisser prendre une semaine de RTT. J'ai dit, alors je fais comment ? Ce qui serait bien, c'est que vous preniez 1 heure par-ci, 1 heure par-là, le jour où c'est calme, vous pouvez prendre 2-3 heures, etc. Je dis oui, sauf que le problème, c'est que notre planning ne permet pas de prendre 1 heure par-ci, 1 heure par-là, etc. Puisque, en règle générale, nous assumons un service, et notre service, un autre collègue nous succède sur ce service. Donc si je prends 1 heure, ça veut dire pendant 2 heures, vous n'avez pas d'opérateur. Ou alors vous êtes obligé de faire venir le collègue 2 heures avant. Mais là, ça veut dire que si vous le faites venir 2 heures avant, ça veut dire que ça fait 2 heures en plus de RTT. Ça fonctionne pas. Et donc moi je leur ai dit, de toute façon, là, je pense que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de me les payer. Ah non, mais c'est pas possible, on ne peut pas le faire. Et là, j'ai sorti l'accord de branche, j'ai dit, vous voyez là, petite ligne là. Logiquement, en début d'année d'annualisation, il doit y avoir un accord entre le patron et le salarié pour savoir si le salarié est d'accord pour récupérer les heures ou se les faire payer. Alors déjà, vous êtes fautif parce que ça, vous ne le faites pas. Aucun salarié n'a été consulté pour savoir si l'année prochaine, il veut avoir récupération ou ça va payer. Donc, ce qui veut dire que si on peut se faire payer les heures, c'est tout à fait possible. Eh bien, je peux vous dire une chose, ça a tiré 1 semaine. Pendant 1 semaine, ils ont tergiversé. Pendant 1 semaine, ils ont essayé de trouver des solutions pour tirer à droite, à gauche, etc. Sauf que même mon patron, mon boss, lui aussi, il disait, mais moi, je peux le faire parce que je suis je suis hautement qualifié, donc je suis cadre. Lui, il était cadre. En tant que cadre, je gère mon temps de travail. Puis de toute façon, je suis annualisé sur mon salaire globalisé, donc. Mais les employés, les salariés, non, vous êtes coincés. Vous êtes obligé de les payer. Et finalement, le directeur a été obligé de nous payer. C'est-à-dire tout l'ensemble de l'équipe a été payé ses heures supplémentaires. Je peux vous dire que au niveau des charges patronales et salariales, ça fait mal au cul.
Ça a d'autant plus fait mal au cul qu'évidemment au siège, ils l'ont appelé, on dit, mais comment se fait-il que machin, parce que là, là ton budget, sur ce mois-ci, là, t'as explosé ton budget, là, comment ça se fait, pourquoi? Bah parce qu'en fait, on a utilisé les 42 heures, mais on s'est rendu compte que suite au nombre d'effectifs, les 42 heures, finalement, on a compris qu'il ne fallait pas les utiliser parce qu'on n'a pas la possibilité. Ça nous coûterait plus cher de remplacer par quelqu'un de l'extérieur, etc. Ce qui a été le cas pendant quelques mois où on a fait venir un opérateur de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est un opérateur qui a été détaché, mais enfin, c'est pas une solution. Et un jour, quand on a attaqué la nouvelle année d'annualisation, on disait, bon, bah écoutez les opérateurs, maintenant c'est fini, vous faites vos 35 heures. Sauf que malheureusement, pour certains événementiels, là, ils étaient baisés, parce que là, il fallait que ça soit le technicien de maintenance qui remplace, ou qui vienne en soutien des opérateurs. Sauf qu'ils ont fait ça pendant un an, et au bout d'un an, le salaire du technicien de maintenance, lui aussi, il a fini par exploser. Parce que lui, évidemment, il a compté des heures supplémentaires par rapport à ce qu'il devait faire. Donc, ils se sont retrouvés dans une impasse. C'est-à-dire que d'un côté, ils veulent faire des économies, d'un côté, ils veulent limiter et réduire les budgets de la masse salariale, mais de l'autre, ils ont des besoins, mais ils n'ont plus les hommes pour les besoins. Bon, après, je ne sais pas ce qui s'est passé, moi je suis parti. Donc voilà, cette petite anecdote pour vous dire la différence qu'il y a entre les décisions, la technocratie, les analyses, les études, les réflexions sur le plan économique, et puis la réalité de terrain. Parce que la réalité de terrain, et ça c'est encore plus vrai pour les grosses entreprises, on le sait, vous avez des directeurs, vous avez des directeurs de secteur, vous avez des directeurs de région, même des superviseurs, qui font tout pour se faire brosser auprès de la direction, pour réduire toujours plus les budgets, jusqu'au jour où ça coince, parce que malheureusement, il y a eu un couac, et là, il va falloir s'excuser et présenter les faits, pour savoir pourquoi ça s'est produit, pourquoi ça s'est passé. Donc là, évidemment, les conditions de travail, c'est pareil. C'est oui, alors un salarié n'a pas le droit de monter à plus d'1,20 m. Ah ouais, mais bon, c'est bon, quoi. Attendez, un salarié n'est pas handicapé au point de monter sur un escabeau pour aller accrocher un truc à plus d'1,20 m. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Votre patron peut vous demander de le faire. Sous sa responsabilité, évidemment. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le métier de directeur, de patron, de PDG, etc., les salaires montent parce qu'on leur demande d'assumer plus de responsabilités, des responsabilités même qui peuvent dépendre du pénal. Sauf que le jour où il y a un pet, comment je vais faire pour faire passer ça en dehors de ma responsabilité d'avoir demandé à quelqu'un de faire quelque chose ou d'avoir installé progressivement des phénomènes de mœurs qui en réalité vont à l'encontre d'une réglementation dans le cadre des conditions de travail de mon entreprise, etc., etc., etc. Merci l'Europe. Article 14. La France continue de se classer à un niveau moyen pour ce qui est de l'environnement des entreprises, notamment en ce qui concerne les contraintes réglementaires pour lesquelles elle est mal classée dans les comparaisons internationales. Oui, c'est la France. La France, c'est le pays où on a fait des progrès sociaux, des progrès dans les conditions de travail, la protection des employés, des salariés, des travailleurs. Donc forcément, la France, elle est à un plus haut niveau que les autres pays qui sont encore à la ramasse dans la réglementation de la protection sociale, etc. Donc, mais là, vous comprenez, ça limite les niveaux de productivité quand même. Hein. Le programme de simplification se poursuit comme prévu. 2016, on est en 2023, retournez-vous et voyez ce que ça a donné, mais sa mise en œuvre est inégale, notamment pour ce qui est des mesures ciblant les entreprises et des problèmes subsistent dans un certain nombre de domaines. Article 15. Par rapport à d'autres États membres, la France se caractérise par un nombre disproportionné de petites entreprises. 2016. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui?
les boulangeries, les petites PME, etc. Vous croyez que c'est un hasard? Oui, vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Mais la guerre en Ukraine, c'est qu'un prétexte. Posez-vous la question, quand le baril de pétrole baisse, c'est le cas hein, actuellement, est-ce que vous avez vu le prix à la pompe baisser en France? Non? Ou très peu? Parce que derrière, on sait qu'il y a des tas d'entreprises qui vont alourdir leurs dépenses et leurs frais de fonctionnement et qui vont se retrouver dans le rouge, et que forcément ça va en liquider quelques-unes. Ça fait depuis longtemps, et même avant la Covid que je l'avais dit, qu'en France, il y allait y avoir une purge. Pourquoi? Parce qu'en 2016, Bruxelles, la France se caractérise par un nombre disproportionné de petites entreprises. Mais attention, ce qui limite leur niveau de productivité, les initiatives prises récemment pour atténuer l'impact des critères de taille ne devraient pas avoir d'incidence significative sur la croissance des entreprises compte tenu de leur champ d'application limité ou de leur caractère temporaire. En conséquence, les effets de seuil continueront à freiner la croissance des entreprises françaises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que créer l'entreprise, c'est bien. L'entrepreneuriat, c'est bien. La création d'entreprises, ça génère fiscalement un intérêt. Sauf quand on laisse des gens créer des entreprises dans des secteurs où on le sait déjà d'avance, soit parce que la personne n'est pas formée, soit parce qu'elle n'est pas compétente, soit parce qu'elle n'est pas dans la réalité économique, soit parce qu'elle est hors sol, se lance dans une entreprise où elle est destinée, où elle est condamnée à se planter. Mais derrière, ça fait fonctionner le petit commerce du business politique, économique et social. Parce qu'une jeune entreprise, c'est des emplois où, pour avoir des aides, eh bien, une partie du personnel, vous allez devoir prendre des gens qui sont au chômage dans la localité, qui plus est, essayez de prendre quand même des gens issus de la diversité, voire peut-être si vous prenez des migrants, on va peut-être pouvoir vous permettre d'avoir pendant 1 ou 2 ans un allègement de charges ou une exonération sur une petite taxe locale, etc. Mais derrière, dans le tissu économique, ça colle pas, c'est anachronique. Donc là-dessus, Bruxelles, je pense en effet, essayer d'harmoniser la cohérence dans un système libéral. Qui dit libéral, ça veut pas dire faire tout et n'importe quoi. Parce que la France n'est pas un pays anglo-saxon par exemple. Oui, dans le pays anglo-saxon, c'est la liberté absolue. Si tu as envie d'ouvrir un restaurant chinois alors qu'il y en a un qui est à 100 mètres, c'est la compétitivité, finalement, c'est au bout d'un moment, c'est celui qui va tuer l'autre. Ça fonctionne comme ça aux États-Unis. Or, en France, vous avez des protections, en France, vous avez des intérêts. On n'est pas là pour voir un franchisé McDonald's s'installer qui crée 15 emplois, et puis une semaine après, il apprend qu'il va y avoir un Burger King juste en face. Alors, si dans le marché, dans le secteur, ça peut fonctionner, tant mieux, mais il y a un moment donné où il y en a un des deux qui va finir par mourir, parce que soit pour faire des économies, il n'a pas le personnel, donc la qualité de service, la productivité va s'en ressentir, et donc finalement le client qui aimait bien McDo, mais finalement il va aller dans un autre McDo ou il va aller chez Burger King. En fait, tout ça, c'est des choses qu'on peut anticiper. Mais comme derrière, je vous dis, il y a des intérêts politiques, idéologiques. La concurrence s'est améliorée dans le secteur des services, mais des obstacles subsistent néanmoins, notamment dans les services aux entreprises, dont une grande partie n'a en effet pas été concernée par les réformes récentes et les industries de réseau. Un certain nombre de barrières à l'entrée et des réglementations ainsi que des tarifs brident l'activité économique des professions réglementées et pèsent sur la productivité d'autres secteurs qui font appel à des services. D'autres problèmes découlent de l'application restrictive des exigences en matière d'autorisation. C'est vrai que là-dessus, malheureusement en France, il faut des autorisations pour tout.
et parfois même des autorisations qui dépendent d'organismes. Ces mêmes organismes sont censés être des organismes qui font loi d'objectivité, d'intérêt collectif, etc. Alors qu'en réalité, très très rapidement, il y a des conflits d'intérêts, il y a un certain lobbying. Moi, je me souviens, par exemple, je vais parler d'un truc que j'ai connu. Il se trouve que dans l'endroit où j'habitais, il y avait déjà un multiplex. Or, le concurrent voulait construire un multiplex lui aussi. Or, il se trouve que pour construire un multiplex, il faut passer par une CDEC, qui est la commission d'études départementales des équipements cinématographiques. Or, il se trouve que, vu que le concurrent voulait construire un multiplex, et vu qu'il y avait un projet pour un nouveau multiplex, ma société, elle s'est également positionnée pour avoir ce multiplex, sauf qu'il se trouve que la décision qui a été de décider finalement de donner le nouveau multiplex à la société où je travaillais plutôt qu'aux concurrents, s'est jouée en fait non pas sur l'équité, mais sur le fait que les membres ou une partie des membres de la commission devaient également être ceux de la commission décidant de savoir si oui ou non le magasin Ikea devait s'installer à un tel endroit, et que s'ils donnaient leur avis favorable à ma société, ils faisaient en sorte d'obtenir la satisfaction que le permis de construire et l'attribution du marché pour l'enseigne Ikea, c'était finger the nose. Donc en gros, cette commission qui était censée équilibrer la compétitivité, la concurrence, l'équilibre économique dans un secteur spécifique, en réalité a fait un deal. Eh oui, non mais il ne faut pas être naïf. La France reste à la traîne des États membres champions de l'innovation malgré la générosité de l'aide publique dans ce domaine. Ces 15 dernières années ont été marquées par une multiplication et une instabilité des dispositifs publics de soutien à l'innovation, ce qui suscite des interrogations quant à la coordination, la cohérence et l'efficacité généralisée de ces dispositifs. Cette situation nuit tout particulièrement aux PME. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez la possibilité d'avoir des aides de l'État dans certaines recherches, dans certains domaines, dans certains secteurs, sauf que le copinage, l'influence, la corruption fait que tout d'un coup vous avez des organismes qui vont plutôt avoir le bénéfice de certaines aides et subventions alors que ces organismes ne sont pas d'un intérêt conséquent pour la collectivité. En revanche, les projets locaux, etc., ils vont s'asseoir sur un budget parce que il n'y a plus d'argent dans les caisses. Article 22. Eu égard à cette évaluation, le Conseil a examiné le programme de stabilité de la recommandation figurant au point 1 ci-dessous, en particulier, reflète son avis. Il y a un article 23 qui dit « À la lumière des résultats des bilans approfondis de la commission de cette évaluation, le Conseil a examiné le programme national de réforme de programme de stabilité, et blablabla. Blablabla. » Et là viennent les recommandations. Alors ça, c'est des recommandations pour le programme 2016-2017, qui est par exemple d'assurer une correction durable du déficit excessif en 2017 au plus tard, en prenant les mesures structurelles requises et consacrant toutes les recettes exceptionnelles à la réduction du déficit et de la dette, préciser les réductions de dépenses prévues pour les années à venir et accentuer les efforts pour accroître le montant des économies générées par les revues de dépenses, y compris en ce qui concerne les dépenses des collectivités locales d'ici à la fin de l'année 2016. Renforcer les évaluations indépendantes des politiques publiques afin de recenser les gains d'efficacité dans tous les sous-secteurs et administrations publiques. Conseil également veiller à ce que les réductions des coûts du travail soient pérennisées. Conseil renforcer les liens entre les secteurs de l'éducation et le marché du travail. Conseiller éliminer les obstacles de l'activité dans le secteur des services, en particulier dans les services aux entreprises et les professions réglementées. Prendre des mesures de simplification des programmes publics d'innovation et améliorer l'efficacité.
Autre conseil, prendre des mesures visant à réduire les impôts sur la production et le taux nominal de l'impôt sur les sociétés tout en élargissant la base d'imposition sur la consommation, notamment en ce qui concerne la TVA. Supprimer les dépenses fiscales inefficaces, notamment celles dont les rendements est nul ou faible, et adopter des réformes concernant les retenues à la source de l'impôt sur le revenu des personnes physiques d'ici la fin de 2016. La retenue physique. Et oui, ça y est, aujourd'hui, le prélèvement à la source. Aujourd'hui, en 2023, nous avons accompli ce que nous avait conseillé Bruxelles. Alors, évidemment, dans le texte, c'est pas très clair. Évidemment, Bruxelles ne dira jamais, ou ne donnera jamais des ordres directs. Elle suggère. C'est l'art de la suggestion. C'est l'art de la rhétorique qui consiste à dire les choses sans les dire. Force est de constater que ça, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne comprennent pas ce principe. J'avais déjà expliqué, encore une fois, que dans les entreprises, les grandes entreprises, vous avez des gens qui sont liés à des activités de DRH, qui sont formés à ça. C'est-à-dire d'avoir, et plus particulièrement dans cet instant privilégié que vous avez lors des bilans de compétences, d'entendre parfois des paroles où vous avez l'impression d'entendre quelque chose alors qu'en réalité il ne l'a jamais dit. Vous faites du bon boulot, mais par contre vous avez encore quelques éléments sur lesquels il va falloir faire des efforts. Vous êtes un bon élément pour l'entreprise. Gage que votre qualité de travail, votre productivité puisse amener à l'avenir un intérêt certain pour votre carrière. Il a dit que j'allais peut-être être augmenté ou j'allais peut-être avoir un poste plus élevé. Et non, il n'a pas dit. Il a dit ce que vous voulez entendre, mais il n'a jamais dit que, ou promis que si vous continuiez à bien travailler, à être aussi productif, eh bien vous accéderez. Non. Peut-être, s'il y a des opportunités. Si l'entreprise, à un moment donné, sent le besoin de vous faire évoluer ou de vous augmenter. Mais il n'y a absolument aucune garantie que dans l'année suivante, finalement, vous resterez toujours au même niveau, au même salaire, au même boulot, alors que dans votre tête, vous dites « Ah, mais je ne comprends pas. Pourtant, l'année dernière, il m'avait dit que... » Non, il ne vous a pas dit que. Il vous a dit que la qualité de votre productivité, de votre travail, peut sensiblement permettre, le cas échéant, selon les besoins de l'entreprise, de faire évoluer. Mais si l'entreprise n'a pas de besoin, il n'y a pas d'évolution. Enfin voilà, je vous ai donné ce qui a été plus ou moins dit par la Commission européenne, recommandé, jugé, estimé en 2016. Maintenant, je vous laisse comparer avec ce qui se passe aujourd'hui, depuis maintenant 2-3 ans, depuis même je dirais depuis 2017 avec Macron, pour vous rendre compte que non seulement il y a quand même eu de vachement de progrès par rapport à ce qui a été plus ou moins souhaité par la Commission européenne, mais qu'il y a encore du boulot. Sur ce, quand on se retrouve pour une prochaine vidéo, longue vidéo malheureusement, parce que le sujet est quand même intéressant, que puis-je vous dire d'être attentif et on se retrouve très prochainement. Peut-être on parlera de Davos, parce qu'il y a du croustillant. À la prochaine.